Merci à tous ceux qui se sont levés assez tôt pour arriver jusqu'à l'école normale et à ceux qui nous suivent depuis leur bureau ou leur chambre. Le soleil est revenu, c'est déjà un bon point. Et nous allons donc commencer cette journée par une séance sur l'histoire des jardins. Des paradis proche-orientaux aux espaces verts de nos villes contemporaines, l'histoire des jardins ne se réduit pas simplement à l'idée d'une nature dominée, domptée, mais elle reflète plutôt les différentes façons dont les sociétés humaines ont pensé le rapport à la nature et son expression. Et ces jardins se donnent également à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on va introduire une dimension visuelle qu'on n'a pas vraiment ouverte jusqu'à maintenant, d'où l'importance de regarder à l'écran aujourd'hui. Merci beaucoup d'abord à tous nos intervenants qui sont venus, y compris de loin, pour parler aujourd'hui. Comme nous allons le voir, l'histoire des jardins est à la fois une longue tradition. Il n'y a pas, je pense, de renouvellement épistémologique fort, mais en même temps, la conception de l'histoire des jardins a évolué. Et c'est ce qu'on va voir avec Malou Bozek et Marie Delarrasse, qui sont donc étudiantes ici à l'ENS et qui vont introduire la séance et présenter nos trois invités qui ensuite présenteront chacun un petit dossier pour donner une base à une discussion qui sera bien sûr ouverte à la salle et à Zoom. Alors Marie et Malou, je vous passe la parole. Alors, moi je me présente, donc, je m'appelle Marie Delarrasse et je suis donc étudiante en deuxième année à l'ENS et en Master 2. Donc après avoir fait un Master 1 sur le processus de l'apparition du jardin ornemental en Toscane dans la première Renaissance, je travaille actuellement et je termine de rédiger mon mémoire de Master 2 sur les pratiques et les représentations du jardin ornemental, toujours en Toscane, du XVe au XVIe siècle. Et j'effectue aussi un emploi d'enseignante en lycée. Alors, j'aimerais donc me permettre d'ouvrir cette séance déjà par une petite citation de Piero Camporesi dans son ouvrage justement sur la perception du paysage dans l'Italie du Quattrocento, qui avait donc justement perçu l'importance première du regard, et notamment dans le rapport esthétique à l'espace urbain mais aussi rural, et qui avait ainsi affirmé que l'empire des sens avait l'œil pour fondateur. Et donc ce dernier, l'œil, nous permet d'observer justement et de restituer le paysage que l'on voit. Donc l'observation d'un peintre, d'un graveur et d'un photographe est donc le premier geste de la transmission d'un héritage, car justement il rend compte finalement d'un témoignage matériel par le biais de sa perception. C'est ainsi finalement donc que de nombreux artistes nous ont fait partager leur perception du paysage, et plus particulièrement celle du jardin, dont la représentation a toujours suscité finalement un vif intérêt, que ce soit des fresques antiques dans les villas romaines, à l'exposition photo justement de cette semaine de l'histoire, en passant par les lunettes peintes de Giusto Utens à la Renaissance par exemple. Il s'agira donc ici, dans cette table ronde, en s'appuyant sur des représentations gravées, dessinées ou photographiées des jardins, d'évaluer les attentes que créent les jardins et l'agentivité de ces images, ainsi que leur éventuel décalage avec les véritables états, gestion ou fréquentation des jardins qu'elles représentent. Alors, l'histoire des jardins est une discipline qui a commencé à acquérir une reconnaissance institutionnelle à partir des années 1980. Elle était d'abord plutôt cantonnée à une étude stylistique qui s'efforçait à dresser une généalogie formelle des jardins. Et puis ensuite, les chercheurs et les chercheuses ont ensuite donc dépassé cette description formelle ou enrichi cette description formelle en s'intéressant à l'inscription matérielle des jardins dans un environnement ou dans un contexte historique dont il s'agit de prendre la mesure.
Donc, si le jardin est un objet protéiforme, au cadre définitoire aussi complexe que fluctuant, il est étymologiquement un espace clos. Donc, ses murs, ses haies vertes l'isoleraient d'un territoire urbain ou rural. Et c'est cette interprétation du jardin qui a été associée au thème de l'Hortus Conclusus, un thème iconographique investi dans de nombreuses représentations picturales de la Vierge, avec l'idée d'un jardin enclos qui est pur, paradisiaque et où les mots ne pénètrent pas. Et pourtant, nos invités aujourd'hui nous montreront que les parcs, les jardins sont loin d'être imperméables aux tissus environnementaux, urbains, sociaux, politiques dans lesquels ils s'insèrent. D'ailleurs, les débats concernant l'inégalité d'accès à la nature en temps de Covid, avec la fermeture des parcs, montrent bien l'inscription donc, des jardins dans son contexte historique. Donc, plus qu'un carré de gazon, le jardin où la nature est mise en scène peut être considéré comme un laboratoire des imaginaires, des attentes, des savoirs, mais aussi des savoir-faire et des enjeux sociaux et politiques d'une époque. Donc, Michel Foucault disait qu'il s'agissait à la fois de la plus petite parcelle du monde et de sa totalité, présentant ainsi le jardin comme un espace limité mais malléable par la pensée, une représentation symbolique de la réalité. En somme, comme l'a évoqué Philippe Descola, il est perçu comme un microcosme car il se trouve investi d'une fonction de totalisation et offre aussi un cadre particulier en rupture avec la vie quotidienne qui favorise ainsi un état intérieur de contemplation. Alors, donc maintenant, on va vous présenter un peu nos intervenants aujourd'hui, que je remercie d'avoir accepté d'être parmi nous pour nous présenter tous ces enjeux justement du jardin. Donc tout d'abord, j'aimerais commencer par Ursula Wieser-Benedetti, qui est ici, qui est donc architecte paysagiste et diplômée des études japonaises à l'INALCO et docteur en histoire et civilisation, spécialisée architecture et paysage à l'EHESS. Elle a focalisé donc ses recherches de thèse sur l'histoire du paysage et des jardins, et tout particulièrement donc sur les jardins japonais et leurs limites. Malgré tout, elle ne se restreint pas quand même qu'au Japon. Elle élargit ses recherches à l'Europe, parce qu'elle a dirigé par la suite une publication de l'ouvrage Bruxelles, 2 siècles et demi de parcs et jardins, 1775-2020, avec Éric Hainaut, ce qui oriente ses thématiques de recherche justement vers l'analyse des limites entre jardins, paysages et banlieues, et vers le jardin public. Elle est actuellement aussi directrice du département Jardin, Paysage et Écosystème de la Fondation Siva à Bruxelles. Et son intervention portera aujourd'hui sur le thème du jardin, bien entendu, et de ses représentations dans la ville de Kyoto. Nous remercions aussi Yann Sinovecki, à ma gauche, qui est un ancien étudiant normalien de l'ENS et qui est docteur en histoire et civilisation de l'EHESS. Il a soutenu sa thèse en 2019 et de cette thèse est issu un ouvrage, Paris en ses jardins, nature et culture urbaine dans Paris au XVIIIe siècle, qui est très récemment publié aux éditions Champ-Vallon. Donc, à rebours d'un grand partage entre la nature et la ville, il y explore la manière dont les jardins royaux et princiers s'insèrent dans le milieu urbain parisien. Donc, il s'agit d'une étude qui considère le jardin comme un laboratoire des transformations de la ville des Lumières, en mettant en évidence les négociations et les tensions qui s'y jouent concernant les différents usages sociaux des jardins. Il propose dans sa présentation aujourd'hui de confronter certaines gravures, dessins, aussi des vues d'optique qui représentent des jardins et qui sont souvent idéalisées, stéréotypées, en les confrontant donc à des archives produites par le pouvoir royal. Et pour terminer, donc, Hélène Dessalles, qui est aussi avec nous, donc ancienne élève aussi de l'École normale supérieure de Paris et de l'École française de Rome, et désormais maître de conférences à l'ENS, où elle enseigne donc l'archéologie romaine et les méthodes de l'archéologie depuis 2002. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des techniques dans le monde romain, et tout particulièrement sur les ouvrages hydrauliques et les chantiers de construction. Elle dirige actuellement plusieurs projets de recherche à Pompéi depuis 2008, mais aussi sur la villa de Diomède, dont elle nous parlera justement aujourd'hui. Et en effet, son intervention donc, se tournera vers les images et les reconstructions du jardin de cette ville-là. Donc après, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer, mais... L'ordre de présentation, parce que ça me semble être ça. Le mieux, c'est peut-être Yann que vous mettiez... Bon, très bien. Parfait. Oui.
Bien, bonjour à toutes et tous. Je tenais tout d'abord à remercier très chaleureusement les organisatrices de cette table ronde, à commencer par Sylvia Estienne, mais aussi Marie Delarrasse et Malou Bozek, pour m'avoir convié à vous parler aujourd'hui de jardin au XVIIIe siècle. Alors en guise d'introduction, je souhaiterais partir de ce dessin de Roland Savary, un peintre qui est au service de l'empereur Rodolphe II, connu pour ses vues des Alpes, ce dessin datant de 1606. Alors me direz-vous, pourquoi ce dessin ? Il s'agit de la seule illustration, parmi les plus de 600 pages de texte, qui ornent le livre de Philippe d'Escola, Par de la nature et culture, comme si cette image était à elle seule une réduction iconographique et une mise en abîme parfaitement archétypale de ce qu'est le naturalisme occidental. Cette image subsume en quelque sorte le paradoxe du grand partage nature-culture, cette manière de produire un objet un objet qui se donne comme une image réaliste du monde extérieur à partir d'une subjectivité qui est ici matérialisée par la présence, vous le voyez dans le coin inférieur gauche de l'image, du peintre lui-même. C'est la fameuse objectivation du subjectif qu'évoque Erwin Panofsky dans ses travaux sur la perspective, qui ont d'ailleurs profondément nourri Philippe d'Escola lorsqu'il affirme que le naturalisme occidental découle d'un double mouvement qui va de l'invention de la perspective, qui mathématise l'espace et le rend abstrait, à la philosophie newtonienne et à la philosophie mécaniste du XVIIe siècle, qui parachève ce processus de mise à distance et d'objectivation de la nature. Dans cette communication, évidemment, il ne sera pas question de paysages alpins ou montagnards, mais bel et bien de jardins urbains et plus particulièrement parisiens. Pourtant, la représentation picturale des jardins parisiens du XVIIIe siècle semble elle aussi porter les contradictions du naturalisme en semblant donner à voir une portion de l'espace objective et réifiée, découpée par une subjectivité œil qui est celle du peintre ou du dessinateur. Alors, au XVIIIe siècle, de très nombreuses gravures et vues d'optique montrent l'espace urbain, ses rues, sa population, ses monuments, mais aussi ses jardins, ces derniers étant complètement intégrés à la culture visuelle de la ville. Il faudrait étudier, ce que je n'ai pas fait, je le reconnais, de manière plus précise, les conditions esthétiques et sociales dans lesquelles le jardin devient un lieu urbain, méritant de faire complètement partie du paysage de la ville. Mais nous pouvons d'ores et déjà nous appesantir sur au moins deux vues d'optique. Par exemple, cette vue des Champs-Élysées prise du grand bassin des Tuileries, ou encore cette vue du grand bassin au bas des Tuileries, d'où l'on découvre la place de Louis XV et les Champs-Élysées tels que cela doit être exécuté. Alors, ces productions iconographiques sont intéressantes à plus d'un titre. Tout d'abord, elles sont intéressantes parce qu'elles sont véritablement des œuvres qui sont destinées à être répliquées, dupliquées. Ce ne sont pas des œuvres singulières et uniques, mais bel et bien des objets de consommation qui sont particulièrement plébiscités dans la société parisienne du XVIIIe siècle et que l'on retrouve indistinctement dans les salons de la ville. D'ailleurs, Rousseau lui-même est un grand aficionado de vues d'optique, mais aussi dans les rues de Paris, touchant un public assez large et assez vaste. Il y a d'ailleurs une thèse de Johanna Daniel qui est actuellement en cours de préparation et qui devrait nous permettre de mieux comprendre la réception et la consommation de ces vues, mais aussi leurs conditions de production, de circulation et de consommation. Alors, où la production de ce type de vue a commencé, les hypothèses des historiens de l'art divergent. Pour Kaldenbach, leur origine est française, mais pour Charles Ewitz, il s'agit davantage d'une invention londonienne. Toujours est-il que la vue d'optique, on le voit ici, dérive beaucoup plus de la perspective linéaire, bien plus que de la vue cavalière, où dans la vue cavalière, les différents éléments éloignés ont la même taille que les éléments proches de l'image. Alors, on peut voir d'ailleurs sur cette vue d'optique que le point de fuite se trouve au bout de l'allée des Champs-Élysées. Et donc, c'est ce type de production iconographique qui apparaît au début du XVIIIe siècle, va vraiment connaître un succès public massif à partir des années 1740 et surtout 1750. Donc, on va dire que le pic de la production de vues d'optique se situe entre 1750 et 1770. On en publie encore d'ailleurs très largement pendant la Révolution française, mais on estime que leur production va commencer à décliner à partir de 1800. Il y a aussi d'ailleurs une césure assez nette avec la Révolution française, puisque ces vues, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et avant la Révolution, représentent majoritairement des paysages urbains, ruraux, des monuments, alors qu'à partir de la Révolution française, elles vont figurer davantage des événements liés à l'actualité révolutionnaire, la prise de la Bastille par exemple, la décapitation de Louis XVI, etc. Alors il semble que c'est plutôt l'apparition de la lithographie en 1796 qui porte un coup d'arrêt notable à ce type de production. Mais revenons quelques instants sur l'instrument qui permet la visualisation de ce type de vue. Il s'agit d'un zograscope. Donc c'est un instrument d'optique qui permet de donner l'illusion du relief à un ensemble de vues gravées.
Alors, le système est assez simple, hein. Il s'agit d'un objectif vertical et d'un miroir qui est orienté à 45 degrés et qui va permettre de renvoyer vers l'objectif l'image de la vue placée à plat à la base de l'appareil. On peut également noter que, contrairement aux perspectives traditionnelles, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit bien ici sur l'image, mais vous voyez qu'ici le titre est inversé dans la partie supérieure de l'image, ne devenant visible qu'à partir du moment où on le regarde avec l'appareil. Alors pour ma part, n'étant pas historien de l'art, je ne me suis pas intéressé aux divergences qui peuvent exister en termes de topographie, de topologie, sur la représentation de ces vues. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux précisions érudites en s'intéressant à la topographie, à la présence ou à l'absence de tel ou tel élément du paysage, à l'absence de tel ou tel monument, à la déformation du paysage. Ce qui m'a intéressé beaucoup plus avec ces vues, en fin de compte, c'est le décalage qu'elles supposent entre la représentation et la réalité, en partant du principe et de l'hypothèse que ces images tiennent un discours, un véritable discours sur l'espace et sur le paysage. Donc ce qui m'intéresse est finalement moins la topographie en elle-même ou les décalages par rapport à celle-ci, la présence ou l'absence dans la réalité de tel ou tel élément du paysage, que l'effet de réification et de standardisation du paysage que permettent une production et une consommation à grande échelle, ce qui explique que ces images visent aussi à satisfaire les attentes d'un public de consommateurs. Alors, vous remarquerez que sur ces vues, il y a toujours une présence humaine, de petits groupes ou des individus solitaires qui habitent et peuplent le paysage, comme autant d'indices de la mode de la promenade publique. Et donc, on peut dire que ces vues sont inconcevables sans une présence humaine minimale. D'ailleurs, à contrario, très largement, des représentations de la nature à la fin du XVIIIe siècle qui manifesteront davantage la représentation d'une nature vierge et sauvage, qui connaissent un succès croissant à la fin du siècle. En d'autres termes, ici, on a affaire à une nature urbaine, peuplée, habitée. On a affaire aussi il faudrait faire une étude quantitative plus exhaustive de ce type de vue, mais manifestement, il semble que le jardin des Tuileries soit un topos de la représentation parmi ces vues d'optique. Elle nous montre donc un paysage qui est très largement standardisé et réifié, une nature domestiquée et ordonnée, une nature réifiée qui résulte de l'intégration dans la culture visuelle des schèmes de perception du naturalisme occidental. Alors pourtant, j'ai montré dans ma thèse de doctorat, notamment, que les bassins du jardin des Tuileries, par exemple, étaient fréquemment vides, contrairement à ce que donnent à voir les productions iconographiques, en raison d'une série de tensions environnementales autour de la pompe de la Samaritaine, puisque dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la défaillance de l'infrastructure hydraulique devient de plus en plus manifeste et suscite de nombreuses discussions au sein de l'administration royale sur la réparation des tuyaux et l'ensemble du système hydraulique. Le fait est que la machine de la Samaritaine engage un certain nombre de tensions autour de la pompe, puisque cette pompe alimentait à la fois les jardins royaux et princiers de la rive droite, mais aussi les hôtels particuliers de la rive droite de la Seine. Alors Isabelle Bacouche, historienne de la ville, a bien montré que ces différentes défaillances étaient liées à la saturation du trafic fluvial sur la Seine, notamment les nombreux bateaux qui stationnent sur les bords de la Seine et qui interrompent le débit naturel du fleuve et créent un certain nombre d'atterrissements qui provoquent au final, in fine, le blocage de la pompe. Alors les fuites étaient récurrentes et nombreuses. Le pouvoir royal avait un mal assez considérable à garantir l'entretien des canalisations et c'était sans compter le trafic des voitures qui endommageait assez considérablement là aussi les infrastructures hydrauliques. On peut penser également au vol de métaux précieux comme le plomb, dont l'accentuation est tout à fait notable dans les années 1780, en particulier au Palais Royal et au Jardin des Tuileries, vols qui se multiplient, qui semblent se multiplier dans les archives et qui ne sont pas étrangers, comme pour le bois, ainsi que l'a relevé Grégory Quenet pour Versailles, à l'accroissement des inégalités environnementales dans les années 1780. Cependant, rien de tout ça, vous voyez, ne figure sur ces vues. Rien de tout cela n'apparaît. Le décor semble figé, parfaitement symétrique. La représentation du jardin semble parfaitement stéréotypée et standardisée selon les codes de représentation de l'espace urbain tacitement admis et semble reléguer au second plan la processualité du temps et des transformations écologiques, des dégâts causés par les insectes ou les taupes, en passant par les dynamiques hydrauliques. Or, c'est bien le temps qui semble en grande partie absent de ces images. Alors même, comme l'a parfaitement montré l'historienne Kate Wersan à propos de la littérature botanique et agricole anglaise, que le XVIIIe siècle avait connu la formalisation d'un temps organique moderne, celui d'une attention soutenue et accrue aux spécificités du climat, du lieu, de la topographie, à travers notamment les observations botanico-météorologiques, qui, sans se substituer au temps mécanisé de Newton, proposent une nouvelle interprétation du temps.
En représentant des jardins dans lesquels la nature semble avoir été parfaitement domestiquée et contrôlée, ces gravures nous en renseignent davantage sur ce que l'on attendait de la nature urbaine que sur la réalité sociale, environnementale et politique des jardins. En d'autres termes, ces vues étaient très éloignées de la réalité quotidienne des jardins. Et d'une certaine manière, ces représentations s'inscrivent parfaitement dans le sillage du discours officiel de la monarchie, mais aussi dans les représentations véhiculées par les guides ou les récits de voyage. Évidemment, tout l'enjeu des jardins publics consistait précisément à invisibiliser cette accumulation de matériaux et de rapports de force hydrauliques, matériels et sociaux, afin de donner l'illusion de la stabilité du cadre aux spectateurs de ces vues d'optique. Alors, sous la Révolution française, la représentation des jardins demeure également largement idéalisée. Pour en comprendre la nature, on peut se pencher sur un autre type d'estampes dont la circulation est cette fois-ci beaucoup plus confidentielle, à savoir les magnifiques dessins à la plume réalisés par Jean-Baptiste Hilaire durant la période révolutionnaire. Alors on sait très peu de choses de Jean-Baptiste Hilaire, si ce n'est qu'il a réalisé un voyage dans l'Empire ottoman de 1776 à 1778 avec le comte de Choiseul. Et nous savons surtout qu'il a réalisé un certain nombre d'estampes représentant le jardin des plantes devenu donc Muséum national d'histoire naturelle à partir de 1793. Un nom, donc Muséum national d'histoire naturelle, beaucoup plus conforme aux ambitions pédagogiques des révolutionnaires. Et donc, les 11 gravures qui ont été réalisées par Hilaire en 1794 sont toutes relativement similaires, comme l'a remarqué Emma Sparry, historienne britannique qui a travaillé sur le Jardin du Roi, un lieu paisible de récréation et d'échange, d'où la violence révolutionnaire semble remarquablement absente. Un lieu qui réifie et idéalise les différentes formes d'apprentissage et d'interaction sociale dans le jardin. Alors, du point de vue de la représentation architecturale et de la configuration du jardin, il n'y a pas grand-chose à dire, les vues sont plutôt fidèles, d'autant plus que le jardin n'a pas subi de transformation majeure depuis les années 1770-1780 et les travaux engagés par Buffon au Jardin du Roi. Alors, nous pouvons là aussi nous appesantir quelques instants sur ces représentations, en particulier les représentations des serres du jardin qui sont là aussi, qui frôlent là aussi l'idéalisation. Ces images nous donnent une vision plutôt stéréotypée et majestueuse des serres. Alors bien sûr, ces espaces sont des lieux emblématiques de la naturalisation et de l'acclimatation des espèces exotiques, comme l'a montré là aussi Emma Sparry dans son livre sur le jardin d'Utopie, qui a abondamment commenté les différentes facettes de l'acclimatation au siècle des Lumières, mais en insistant, d'un point de vue davantage fonctionnaliste, sur une acclimatation vue et pensée par les élites. Alors ce que j'essaie de faire dans ma thèse, au contraire, c'est de considérer cette naturalisation par le bas, en montrant les grandes difficultés climatiques, environnementales, qu'éprouvent les autorités et les naturalistes à garantir l'acclimatation des plantes. Et donc, ce discours sur les capacités a priori inébranlables des sociétés à acclimater des plantes venues du monde entier, notamment des empires coloniaux, coton, rhubarbe, abaté, quinquina, témoignant d'ailleurs de la densité d'un réseau impérial qui étendait ses fils et ses ramifications sur l'ensemble du globe. Eh bien, ce discours, en fait, est très largement à remettre en question à partir des archives de la pratique, puisque ces instruments à conserver, que sont les serres, au XVIIIe siècle, sont particulièrement imparfaites. Et d'ailleurs, André Thoin, le naturaliste, élève de Buffon, reconnaît que les serres traditionnelles du jardin et les plans des meilleures serres construites dans le royaume depuis plusieurs années s'avèrent insuffisants pour un établissement national, voire franchement contraire aux logiques mêmes de la naturalisation. Pendant la Révolution française, les voyageurs continuent de s'étonner de la superficie dérisoire des serres et ce constat amer perdure encore largement sous le Consulat, puisque on récuse justement l'insuffisance quantitative et qualitative de ces serres pour un établissement réputé national. Il faut, selon André Thoin, on le voit avec cette citation, qu'il convient de ne pas se fier à ces serres et qu'au contraire, loin de satisfaire la logique inhérente à l'accroissement et à la croissance qu'elles supposent, ces serres finissent par renforcer une nature régressive et infertile. Voilà ce qu'écrit donc André Thoin en 1788. Effectivement, toutes nos serres chaudes ne doivent être considérées que comme des lieux destinés à reculer, plutôt qu'à conserver quelques individus plus ou moins languissants, plus ou moins dégradés, parce qu'on est forcé de les tenir dans de petits vases et de les tailler souvent pour les empêcher d'occuper une trop grande étendue. De là, il arrive qu'une partie de ces végétaux, et surtout parmi les arbres, ne fleurissent jamais, et que s'ils peuvent suffire pour l'étude de la botanique, ils sont cultivés en pure perte pour les progrès de la naturalisation. Alors, ces quelques remarques de Thoin révèlent au plus haut point l'illusion que représente une vision hagiographique de l'acclimatation véhiculée par les dessins, les estampes, alors que la conservation tant souhaitée était menacée en permanence par le déclin des plantes. Ainsi, la conservation des plantes est demeurée une préoccupation constante, au moins jusqu'à la Révolution française. Il y a un deuxième aspect que je souhaiterais souligner ici, c'est la question de la représentation du public.
Les gravures de Jean-Baptiste Hilaire montrent la coexistence de différentes couches du peuple de Paris, pour reprendre l'expression de Daniel Roche, de la personne de distinction portant une canne aux gens du peuple et aux enfants jouant, en passant par la bourgeoisie urbaine. Et donc la Révolution française avait introduit effectivement une grande nouveauté sociologique. Contrairement à l'Ancien Régime, durant lequel l'accès aux jardins royaux et princiers était théoriquement réservé aux classes supérieures de la société, les révolutionnaires ont consacré la dimension triplement collective, nationale et publique des jardins. En 1793, lors de la création du Muséum national d'histoire naturelle, cette volonté n'était pas étrangère à un discours républicain entièrement tourné vers l'éducation du citoyen éclairé. Et pour y parvenir, il fallait ouvrir indistinctement les cabinets et les jardins. Alors l'accès du public aux collections naturalistes est un thème qui a été déjà bien traité par l'historiographie, je pense aux travaux de Pierre-Yves Lacour notamment, mais c'était quelque chose qui commençait déjà à infuser dans la sphère publique dans les années 1780. Et André Thoin, là aussi, est un précieux guide, puisque dans son mémoire pour le Jardin du Roi, il propose de rendre le jardin entièrement public en l'ouvrant aux promenades, car jusqu'alors, l'accès aux cours de botanique et au Jardin du Roi était limité au public de la bourgeoisie. Il faut voir que les ordonnances stipulaient explicitement que les laquais, les domestiques, les portefaix, toutes ces couches subalternes de la société étaient exclues, du moins théoriquement, des jardins dits publics. Alors pendant la Révolution, les guides pour visiter les jardins vont se multiplier. L'emblème le plus explicite de ce type de littérature, c'est probablement celui de Pujoux en l'an 12. Et l'idée, c'était de rejeter au fond le modèle d'une science élitaire, confisquée par un corps de spécialistes, pour promouvoir au contraire un modèle beaucoup plus diffusionniste qui partirait du haut pour irriguer vers le bas, et donc un modèle beaucoup plus démocratique d'accès aux collections naturalistes. Alors ce qui n'était pas sans poser un certain nombre de problèmes, puisqu'il fallait contrôler ces nouveaux promeneurs et ce nouveau public. Bernardin de Saint-Pierre d'ailleurs s'étonne, je le cite encore, en 1792, que des agitateurs aient persuadé le peuple que le jardin était à la nation et que toute la nation avait le droit d'y cueillir des plantes. Et donc même pendant la Révolution française, on a cette suspicion constante qui pèse sur ce peuple jugé, mal intentionné. Je cite là aussi Lamarck, par exemple, dans son mémoire sur les cabinets d'histoire naturelle en 1790, où il oppose ces oisifs, je cite, qui n'y viennent jamais pour chercher de l'instruction et des connaissances, mais seulement pour s'amuser, se dissiper, aux naturalistes, je le cite encore, occupés à des recherches pour étendre les connaissances utiles. Et donc, ce projet éducatif du Muséum national d'histoire naturelle va de plus en plus appuyer sur les élites locales parisiennes pour diffuser les nouvelles connaissances du haut vers le bas selon un modèle diffusionniste. Mais vous voyez là aussi que les dessins de Jean-Baptiste Hilaire ne donnent pas vraiment à voir ces tensions politiques et sociales autour de la détermination du public légitime. Il souhaite avant tout montrer dans ses dessins une forme de concorde nationale et d'harmonie sociale, reléguant l'agitation révolutionnaire au second plan, comme si les jardins étaient des espaces où pouvait se cristalliser l'unanimité nationale. Ce jardin paisible est donc une vue du concepteur, autant qu'une volonté politique de transformer ces espaces en lieu de régénération de la nation. Alors, dans le temps imparti qu'il me reste, je ne pourrais pas développer, mais je vous incite à lire ce très beau texte qui en dit très long sur la pédagogie révolutionnaire et sur la façon dont les jardins étaient conçus par les élites révolutionnaires comme des instruments propédeutiques propices à la régénération du corps physique et social de la nation. C'est le détail de l'embellissement du jardin national dit les Tuileries, du palais national de la Convention, de la place de la Révolution et du jardin de Beaujon réunis aux Champs-Élysées, qui prévoyait notamment la construction d'un exèdre, une sorte de gymnase sur la terrasse nord, donc des feuillants aux Tuileries, la construction d'une frise chronologique reconstituant les événements de la geste révolutionnaire. Donc c'est assez fascinant comme document. Alors, en conclusion, j'aimerais souligner à quel point les jardins urbains devenaient des objets dignes d'être représentés sur les vues d'optique. En prenant de l'importance dans la culture visuelle du siècle des Lumières et dans les nouvelles pratiques de consommation des citadins, ils deviennent des lieux donc pleinement légitimes. Leur représentation stéréotypée et réifiée témoigne du fait que ces images devaient avant tout répondre aux attentes du public qui les regardait ou les consommait, mais aussi à des logiques de production qui induisaient une certaine standardisation dans les représentations, y compris d'ailleurs sur les palettes de couleurs. Par exemple, Johanna Daniel montre bien dans sa thèse actuelle que les couleurs utilisées ne sont pas tout à fait les mêmes selon les espaces géographiques. Par exemple, les couleurs sont un petit peu plus claires pour les vues d'optique françaises davantage que dans l'espace germanique, par exemple. Et d'ailleurs, cette représentation est très souvent identique à celle que l'on retrouve donc, dans les guides ou les récits de voyage. Il reste maintenant à en savoir plus sur les méthodes de production, de circulation et de distribution de ces images, un point sur lequel encore beaucoup reste à comprendre. Et ces perspectives permettraient également, je le souhaite, d'envisager une histoire visuelle comparée des jardins européens qui manquent encore à mon sens. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Yann. Maintenant je suppose qu'on va donc passer à Ursula Wieser, si vous voulez bien.
Bonjour, et je tiens à remercier très cordialement les organisatrices de m'avoir invitée aujourd'hui à cette table ronde. Merci aussi à Yann pour sa présentation très détaillée et synthétique à la fois. Donc pour ma part, dans le temps qui m'est imparti, qui est d'une quinzaine de minutes, je vais également faire quelque chose de très synthétique et qui portera sur les jardins de la ville de Kyoto, essentiellement, puisque comme il a été dit en introduction, voilà, j'ai fait une thèse sur les jardins de la ville de Kyoto en me concentrant en particulier sur leurs limites. Aujourd'hui, je vais questionner le rôle de la représentation dans l'art des jardins japonais, non seulement au sens pictural et artistique, mais aussi au sens de la transmission. Quel rôle joue l'image au fil des siècles dans la transmission des savoirs, dans la transmission de l'art des jardins? Donc je pense que c'est un angle un petit peu différent qui montre le rôle des images ou non pour la transmission d'un savoir dans le domaine de l'art des jardins. Alors, l'art des jardins est un domaine un peu complexe puisque... Voilà, en termes de sources et de jardins existants, parfois, les sources sont très, très lacunaires. Donc, il est souvent difficile d'avoir des archives ou des documents permettant de documenter de manière relativement exhaustive certaines périodes. C'est d'autant plus vrai au Japon, puisque, comme vous le savez, le Japon est un pays de catastrophes, d'incendies, de cataclysmes, de tremblements de terre. Et donc, les archives y sont doublement lacunaires et il est souvent fort difficile d'avoir accès à des sources anciennes. Ceci étant dit, voilà, on connaît bien sûr beaucoup de choses sur l'art des jardins au Japon. Et il faut savoir que la ville de Kyoto est en quelque sorte le berceau de l'art des jardins, puisque ça a été pendant de nombreux siècles voilà, le siège de l'aristocratie, du clergé, de l'empereur, mais aussi de l'aristocratie guerrière, et que pendant de nombreux siècles, l'art des jardins, comme c'est le cas dans d'autres zones géographiques et culturelles de ce monde, a été l'apanage des élites. Nous verrons dans cette présentation aujourd'hui combien, au fil des siècles, un glissement se fait de cet art des élites qui, au fil des siècles, commence à se diffuser vers des nouvelles strates de la société. Et nous verrons le rôle que joue l'image dans cette diffusion de l'art des jardins. Alors, la ville de Kyoto a été fondée en 794. Et donc, selon une structuration qui suit l'urbanisme antique des villes chinoises, l'urbanisme des Tang. Donc, c'est une ville en damier, voilà, où on a toute une série de parcelles qui sont délimitées par des murs de pisé qui font environ 2 mètres de haut. Et au sein de la ville, on a une structuration sociale assez claire qui... localise les élites au nord de la ville et la classe des marchands et les classes populaires, les artisans, au sud de la ville. Donc on a vraiment une structuration nord-sud très claire. Et dans cette structuration nord-sud, on voit également de manière très claire l'emplacement des jardins, puisque les jardins sont réservés aux élites et se trouvent donc dans la partie nord de la ville. Alors sur l'image qui se trouve à l'écran, vous voyez un jardin typique de l'époque Heian, donc qui est l'époque de création de la ville, et qui est une représentation sur un rouleau. Alors c'est une représentation artistique, mais dans les première phase de développement de l'art des jardins au Japon, il faut savoir que l'art des jardins est un savoir un peu hermétique et qui se transmet surtout par voie orale. Donc il n'y a pratiquement pas de représentation de jardin qui est destinée aux artistes ou aux concepteurs de jardins. L'art se transmet dans des cercles voilà, presque secrets au sein des élites aristocratiques, au sein du clergé. Mais c'est un art essentiellement hermétique et qui n'est pas représenté dans le cadre d'une transmission de l'art des jardins. Au sein des élites, bien sûr, on a des artistes qui représentent notamment la ville de Kyoto.
On a toute une série de paravents qui sont réalisés donc pour les palais des aristocrates, sur lesquels on représente la ville de Kyoto et entre autres les jardins. Donc ici, nous avons une vue du palais shogunal, donc d'un paravent qui date du XVIe siècle. Alors il faut savoir que ces paravents étaient très très rares, hein, très peu ont été réalisés. Et donc finalement, c'est une circulation de l'image qui est limitée à des cercles extrêmement restreints. Et voilà, ce type de représentation ne s'adresse pas à un grand nombre. Et donc on voit combien finalement ce sont des images voilà, qui ne sont vues que par très peu de personnes au sein des élites. On voit cette représentation caractéristique qui est en axonométrie, hein, qui est très souvent utilisée dans l'art des jardins japonais. Donc, durant cette première période de création des jardins à Kyoto, qui était réservée aux élites, on a une circulation par voie orale. Et vers le 15e, 16e siècle, l'aristocratie guerrière commence à s'intéresser à la cérémonie du thé. Cérémonie du thé qui va commencer à jouer un rôle central dans les pratiques sociales et voilà, dans aussi l'importation de thé chinois, hein, la connaissance du thé, et qui était une véritable, voilà, un art à part entière. Et autour de cette cérémonie du thé vont se développer des jardins, qui sont les jardins du thé, qui sont censés mener au pavillon. Et le jardin fait partie intégrante de cette expérience du thé. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir apparaître des manuels de jardin, qui jusque-là étaient vraiment, en l'état des connaissances actuelles et en l'état des documents qui nous sont parvenus, voilà, se limitaient à un nombre très restreint. Mais dans le cadre du développement de la cérémonie du thé, on voit commencer à apparaître une série de manuels qui expliquent de manière très détaillée, très précise, voilà, les différents éléments. Ici, par exemple, on voit des haies, on voit des dallages, on voit les différentes séquences du jardin, on voit des murets, etc. Donc, on va commencer à transmettre l'art des jardins par le biais de manuels imprimés, donc qui sont reproductibles, hein, à la différence des vues peintes qu'on a vues précédemment, qui se limitaient à un exemplaire ou à quelques exemplaires tout au plus. Ici, avec la technique de l'impression xylographique, on va assister à une diffusion des ouvrages par le biais de la multiplication et de la reproduction qui s'adresse à un nombre plus large. Ici, nous avons un exemple d'un manuel de jardin qui date du XVIIIe siècle, qui a été réalisé par Kitamura Enkin, et qui, d'une part, représente des jardins existants à Kyoto. Donc, c'est une représentation un peu documentaire de ce qui existe à Kyoto, mais il comporte aussi des pages voilà, qui donnent des conseils sur l'aménagement des jardins. Donc, d'une culture de transmission qui, à l'origine, axait énormément, on va dire, son point fort sur l'imagination et sur la capacité d'un créateur de jardin à imaginer des lieux sans passer par l'image, mais en recréant, par exemple, des paysages célèbres du Japon, en les passant par l'acte créatif de son imagination et de la transformation y afférente. Ici, avec l'apparition des images et de la reproduction de jardins existants, on voit déjà qu'il y a une nouvelle forme de transmission, puisque on voit des images et on est susceptible de recréer des jardins dans le même style en se basant sur une image imprimée. Alors, mon prédécesseur parlait aussi de réification, de stéréotypisation au fil des siècles. Alors, c'est assez intéressant de noter que, on va dire, dans une culture aussi lointaine que le Japon, finalement, on assiste à des phénomènes et à des dynamiques historiques et culturelles qui peuvent être assez semblables, que ce soit le passage d'un art des élites de l'aristocratie vers des classes plus populaires, mais aussi quant au rôle de l'image et de la reproductibilité des images dans la diffusion de stéréotypes. Eh bien, au Japon, on va assister à quelque chose de tout à fait semblable, puisque à partir de l'époque d'Edo, donc entre 1603 et 1868,
on va avoir des développements fulgurants dans la technique d'impression xylographique, donc des gravures sur bois, et qui permettent une reproduction à très très grande échelle, à des dizaines de milliers d'exemplaires, d'ouvrages à très bas coût. Et c'est-à-dire que voilà, les imprimeurs et les auteurs vont s'emparer de ce nouveau potentiel de médiatisation et puis aussi de vente, bien sûr, pour toucher des classes populaires qui commencent à être avides aussi de livres, de livres populaires. On voit aussi l'essor d'art populaire comme le théâtre, bunraku. Donc les classes populaires commencent à avoir accès à une culture populaire et l'image et les impressions en grande masse joue un très grand rôle dans ce phénomène. Nous verrons aussi une espèce d'essor d'un proto-tourisme, on ne peut pas vraiment appeler ça tourisme, mais au Japon, très tôt, les masses commencent à circuler dans tout le territoire, donc, y compris les paysans. Enfin, ça peut être très surprenant dans une perspective actuelle, mais les paysans, les classes populaires font des pèlerinages vers des grands temples, mais ces pèlerinages ont souvent un caractère très ludique et sont liés à des plaisirs divers, que ce soit des restaurants, des amusements en tout genre. Et donc, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, afin d'accompagner ces voyages, on va assister à la publication d'un nombre considérable de proto-guides de voyage. C'est comme des espèces de guides touristiques qui illustrent les diverses provinces du Japon, les lieux célèbres. Donc, c'est le Meishōzue, donc ça s'appelle le récit illustré des lieux célèbres. Et pour la ville de Kyoto, on aura un récit illustré de ces jardins célèbres, dont vous voyez ici une illustration, et qui documente de manière très détaillée et finalement de manière assez précise, ça a été montré par des chercheurs japonais, les jardins de cette époque. Donc ce sont des documents quasi archivistiques qui sont très très intéressants, puisqu'ils recèlent nombre d'informations relativement précises sur l'état du jardin à cette époque. Et compte tenu du prix très très accessible de ces ouvrages, on va voir qu'ils seront diffusés à grande échelle au sein des masses populaires et donc qui peuvent s'imprégner de cette iconographie des jardins et de cette culture visuelle de l'art des jardins, ce qui avant n'était pas possible puisqu'ils n'avaient pas accès à l'image. Donc j'ai parlé de ces guides touristiques donc qui représentent des sites existants. Mais au XIXe siècle, en 1827, on a un auteur qui s'appelle Akisato Rito et qui précédemment avait publié des guides touristiques, va commencer à publier de véritables manuels de jardin. Donc là, il ne s'agit plus de représenter des jardins existants à Kyoto, mais il s'agit de donner une série de modèles, quasi de modes d'emploi. Enfin, il y a quelque chose de très contemporain dans l'approche, avec une iconographie très précise sur les typologies de jardins, les outils, les différents éléments, que ce soit des haies, des vasques, des lanternes, etc., et les possibilités de leur mise en œuvre. Donc, vous avez un exemple ici de jardin de thé. Ici, un second exemple de jardin de thé. Et donc, il faut savoir que ces manuels ont circulé dans le territoire entier, dans tout le Japon. Donc, nous sommes quand même au XVIIIe siècle, donc c'est assez considérable comme industrie, on va dire, éditoriale de l'époque et capacité à diffuser des ouvrages. Et vont contribuer également à une culture visuelle quelque peu nationale d'un art des jardins. Ce qui jusque-là était quasiment impossible. Enfin, chaque province avait ses codes, avait un petit peu ses typologies propres. Mais avec la diffusion de ces manuels, on assiste à une véritable standardisation visuelle aussi des typologies de jardins japonais. Je montre encore quelques exemples. Donc, au sein de la ville de Kyoto, il faut savoir que les classes populaires disposent de parcelles en général qui sont minuscules, que ce soit les marchands, les artisans, ils ont des tout petits jardins, donc ils vont se servir de ces manuels pour faire des petits aménagements.
Mais un nouveau type de jardin émerge aussi, notamment grâce à cette dynamique de nouveaux manuels, etc. Ce sont des jardins qui accompagnent les établissements, que ce soit des restaurants, des théâtres, des maisons de thé, et qui deviennent des lieux de détente et de loisirs à part entière et qui sont par conséquent ouverts à toutes les classes. Et donc là, en général, c'est plutôt les classes populaires qui vont s'y rendre. Et ce sont des jardins de très grande dimension et qui vont s'emparer en quelque sorte des codes des élites passées pour les réinterpréter, parfois de manière assez humoristique, en fait un petit peu en les dénaturant et en les remodelant, en les remaniant, et en créant des nouveaux types de jardins d'une nature tout à fait nouvelle, puisqu'il ne s'agit pas de jardins privés réservés à leurs propriétaires, mais de jardins qui accompagnent des maisons de thé, des restaurants, des auberges en tout genre. Nous avons ici quelques exemples. Je pense que c'est peut-être un petit peu petit à l'écran, mais on voit une grande fantaisie dans ces créations. Ici, nous avons de l'art topiaire avec des espèces de sculptures très impressionnantes. Et on voit aussi que finalement, les guides de la ville de Kyoto qui sont créés à cette époque contribuent aussi quelque part au commerce de ces établissements. Donc quelque part, il y a déjà aussi la notion de cette image comme outil commercial, puisque ce sont des lieux célèbres, mais finalement, les personnes qui consultent les guides vont se rendre dans ces établissements, donc il y a une dynamique commerciale aussi qui est liée à ça. Et donc finalement, on voit au fil des siècles une espèce de changement de paradigme, depuis un art des jardins qui est très secret, limité à des élites très restreintes, et qui, à partir de l'époque d'Edo, va se diffuser vers les classes populaires. Et on assiste d'une part à une standardisation et aussi une stéréotypisation des formes, mais aussi à une nature plus commerciale de l'univers du jardin, qui est en partie aussi une attraction des restaurants, et qui est en partie a aussi un peu l'air d'un parc d'attractions. Vous avez l'exemple ici, il y a un petit pont, il y a plein de surprises, il y a des choses un petit peu amusantes, il y a des surprises, il y a des cachettes, donc il y a un aspect assez ludique de l'ensemble. Voilà. Et donc pour clôturer, j'aimerais montrer certains détails des manuels de jardin dont je viens de vous parler, puisqu'on voit dans cet exemple, par exemple, toute une série de clôtures. Alors, je n'en ai sélectionné qu'une douzaine, mais il faut savoir que dans un des livres, il y a une 50aine de clôtures, et on va dire ces manuels foisonnent. Donc, c'est presque des catalogues de formes, où on peut se servir à une manière un peu do-it-yourself, un art de la combinatoire, où d'une part, on vous enseigne différentes typologies de jardins possibles, que ce soit un jardin plat, un jardin à colline, un jardin de thé. Et finalement, après, on vous montre les accessoires du jardin. Ici, nous avons les clôtures, mais ici, par exemple, nous avons des lanternes. Il y a aussi des aménagements de rochers, etc. Et donc, on peut se saisir de ces différents éléments, les combiner à l'envie, et avoir quasiment un mode d'emploi pour faire son jardin, que ce soit un jardin de taille très restreinte jusqu'à des grands jardins. Et vous voyez en bas de cette image également les outils. Donc on voit que ce sont des manuels très pratiques, très didactiques, et qui couvrent l'ensemble des aspects pour créer un jardin. Voilà, donc pour conclure, j'aimerais simplement pointer sur ce rôle vraiment central de l'iconographie, de l'image, de la médiatisation du jardin, de sa diffusion à grande échelle vers toutes les classes de la société, pour montrer combien des nouvelles strates de la société ont pu s'emparer d'un art des jardins qui était jadis réservé aux élites impériales ou du clergé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, à Ursula pour sa présentation. Après nous avoir fait donc, un petit peu voyager, nous allons en partir vers une période un peu plus ancienne. Et donc nous allons maintenant recevoir Hélène Dessalles pour sa présentation. Je sors. Voilà, je vous laisse faire. Non, je ferme. Ah, il n'y a plus de souris. Je l'ai perdu.
peut-être faire CTRL là-dessus pour voir si ça le débloque. On a perdu la souris. Ouais. On n'a plus de souris, désolé. C'est très pratique. Ouais. Il faut que tu ailles sur paramètres. Pardon. Non, c'est la souris qu'on a perdue. Je ne sais pas si vous avez une souris filaire. La souris elle est sur l'autre. Ah d'accord. Ah oui, donc il faut faire l'extension d'écran dans l'affichage. Ouais. Ah mais ça y est, tu l'as retrouvée. Petit problème technique, on va y arriver. Dupliquer. Les aléas du direct, oui. Là, donc, je te laisse changer ton... Je sais pas, la ligne. Ça devrait être là. Ça ? Ouais. Donc, bonjour à tous. En attendant que l'image nous rejoigne, je remercie à mon tour les collègues du département d'histoire pour leur invitation, ainsi que les deux collègues qui m'ont précédé, parce qu'ils ont ouvert beaucoup de pistes sur les questions de représentation qui vont permettre de rebondir et de les aborder à travers ce cas d'étude que je vais donc vous proposer sur la villa de Diomède à Pompéi. Donc, comme cela a été rappelé, c'est un monument qui a fait l'objet d'un programme collectif qui est en train de s'achever. Nous avons déjà publié un volume sur nos travaux. Et c'est un bâtiment très particulier puisque la villa de Diomède, donc qui se trouve ici, est un des tout premiers bâtiments découverts à Pompéi. Donc la découverte de Pompéi 1748 et la villa est fouillée entre 1771 et 1775. Elle doit son nom à la présence, donc elle est juste à l'extérieur de la ville. Elle doit son nom à la présence d'une tombe juste en face qui porte le nom d'un affranchi, Arius Diomédès, mais en réalité c'est une reconstruction. Nous le verrons des voyageurs du 19e siècle. Lorsqu'elle est fouillée, elle est appelée maison de campagne, maison pseudo-urbaine. Et en réalité, le lien avec la tombe n'est juste qu'une question de position et n'a aucune validité scientifique. En continuité avec la rue, on a un premier espace dans le rez-de-chaussée. Et puis, la villa s'articule en réalité sur 3 étages, puisqu'on a, voire 4 étages en réalité. On a ensuite un grand jardin encadré d'un portique, donc un péristyle, qui est lui-même fondé sur une galerie souterraine, un cryptoportique. Et ce jardin, donc voici le cryptoportique, et ce jardin, donc surplombait la baie de Naples et se trouvait exactement dans l'axe de l'île de Capri. Vous en avez une image assez suggestive ici. Alors, pour reprendre donc la position des jardins par rapport au plan de la villa très brièvement, on a donc au niveau du rez-de-chaussée, donc la villa s'articule sur ces 3 niveaux conservée, mais en réalité, elle présentait aussi un étage, donc il faut imaginer 4 niveaux. Dans son état conservé, 3700 m². Au rez-de-chaussée, on a donc un premier jardin qui encadré d'une cour péristyle, donc 97 m². On a aussi à l'arrière de la villa une zone de jardin qui lui appartenait, mais sur lequel on a finalement très peu d'éléments. Et puis donc le jardin dont je vais surtout qui se poursuivait par une forme de galerie qui permettait d'accéder à des zones de terrasse descendant jusqu'au littoral. Et puis enfin, donc c'est surtout de ce jardin dont je vais vous parler, donc celui qui se trouve à l'étage inférieur, qui est le plus grand, 1860 m². Et qui donc a concentré l'attention des fouilleurs, mais aussi, on va le voir, ensuite des voyageurs et des premiers touristes à Pompéi. Et donc, nous allons voir à la fois comment c'est un jardin qui a été représenté lors des fouilles, puis a été l'objet de multiples représentations à partir du 19e siècle, pour devenir aussi un objet de reconstruction réelle, puisque c'est encore un jardin aujourd'hui. Alors, j'en viens aux fouilles. Comme je le disais, c'est un bâtiment assez exceptionnel parce que fouillé de façon très précoce à Pompéi. Mais on a aussi
un document d'archives tout à fait rare, et c'est le seul dont on dispose dans l'histoire des fouilles de Pompéi. C'est vous l'avez ici sous les yeux, c'est ce qui s'appelle un Libro dei Notamenti della Casa Pseudo-Urbana di Pompei, qui est donc réalisé par l'ingénieur civil qui gère les fouilles, sous le contrôle du roi de Naples, Francesco La Vega, qui rédige donc ce livre sur toutes les trouvailles faites dans la villa, et qui est extrêmement précis puisqu'il positionne tous les objets retrouvés, et tout, c'est vraiment, ça nous a permis de reconstituer toute la culture matérielle de cette villa, avec des objets qui sont actuellement conservés au musée archéologique de Naples. Voici le plan de la villa que dresse La Vega. Vous voyez ici que cette zone n'a pas encore été totalement fouillée. On est ici à la fin de l'année 1774. Et donc La Vega s'intéresse en particulier à ce jardin. Donc je zoome ici dessus, et il nous dit à quel point il est étrange, il est curieux de voir dans le même jardin comment des arbres ont été conservés, carbonisés. Donc les racines carbonisées par l'éruption du Vésuve. Et on peut donc retrouver en fait la position des plantations qui s'y trouvaient. Et donc il les indique dans son plan, c'est les points, je ne sais pas si vous les distinguez, que vous voyez ici, ce qui permet de reconstituer véritablement l'organisation du jardin. Et là, c'était le travail de notre équipe d'archéologues de procéder à ces reconstructions et de parvenir, en reprenant donc les données de La Vega, à cette reconstruction, en travaillant avec donc le botaniste de Pompéi. On pense que c'était sans doute des platanes, et on a un parallèle très proche qui est la villa San Marco à Stabi, qui a été fouillée dans les années 80, où de fait des moulages ont été effectués sur des racines de platanes qui présentaient des intervalles très proches. On a à peu près 1,50 m entre les arbres, et donc 2 rangées d'arbres séparés de 8 mètres, qui permettent vraiment de restituer tout le parterre. Donc on a vraiment, à partir des fouilles, on peut tout à fait reconstituer l'organisation de ce jardin, avec donc platane, un parterre, un grand bassin central, et ce qu'on appelle un triclinium d'été, un espace protégé par une pergola pour accueillir des banquets en plein air, selon une mode très fréquente dans l'aristocratie romaine et dans les villas qui se développent à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors j'en viens maintenant aux représentations de ce jardin. La villa de Diomède est un des édifices les plus représentés dans l'histoire visuelle de Pompéi. Nous avons collecté plus de 560 archives graphiques ou photographiques, et sur ce gros corpus, donc si vous souhaitez, vous pouvez le consulter dans une base de données qui se trouve donc accessible, et on peut donc visualiser chacun des espaces de la villa. On a à peu près un tiers, 188 documents qui sont consacrés spécifiquement au jardin, donc soit le jardin du rez-de-chaussée ou le jardin inférieur. Ce sont des documents très divers. On va essayer d'en suivre le parcours. Cela va de vues en perspective jusqu'aux cartes postales développées à partir de la fin du XIXe siècle. Donc au total, 39 archives sur le premier document. Et vous voyez que c'est toujours de nouveau ce grand jardin, qui était une sorte de grand jardin suspendu, qui donnait cette perception paysagère face au golfe de Naples, qui a attiré l'attention. Alors, pour vous donner un échantillon de ces représentations, parce que vous voyez, elles sont nombreuses, je vais simplement vous montrer sans doute la plus ancienne et très originale, puisque c'est un dessin réalisé très tôt, puisqu'il date de 1774, alors que les fouilles ne sont pas encore achevées, par l'architecte Pierre-Adrien Paris, qui nous propose une vue très restituée, vous le voyez, de la villa et de ses jardins, en réinventant les formes de parterre. Donc on a ici une fantaisie architecturale qui vient se superposer à la lecture des vestiges qu'avait pu faire l'architecte. Et puis, en 1927, autre document produit par un architecte, c'est le seul envoi de Rome, donc c'est-à-dire ces documents que les grands prix de Rome, architectes qui se trouvaient à la Villa Médicis, produisaient à la fin de leur séjour, et un envoi, celui de l'architecte Péchin, est consacré à la Villa de Diomède. Et dans un esprit un petit peu liberty, on le voit ici, il reconstitue lui aussi les formes de la villa en superposant son regard d'architecte. Ce qui est intéressant quand on étudie ces documents, c'est que, et ça, il y a une très belle étude de Sigrid de Jong sur la redécouverte de Paestum, et elle montre à quel point cette redécouverte de Paestum, qui passe par cette culture des images, et une forme d'appropriation du monument, et une première forme d'appropriation patrimoniale que révèle en fait l'image que l'on rapporte
à la fin de son séjour et de son grand tour en Italie. Et on a des représentations jusqu'assez récentes du jardin. Et je vous montre une des plus, disons, contemporaines, celle de l'architecte Le Corbusier, qui, à son tour, nous présente une vue en perspective très rapidement croquée, en quelque sorte, de ce même jardin. Alors ça, c'est sur les questions on va y revenir, de représentation du jardin et de cet espace emblématique de la villa que les voyageurs vont donc s'approprier par la reproduction visuelle. Mais c'est aussi un espace qui va être vécu, ce jardin. Alors, je vous montre ici une vue qui est à peu près au milieu du 19e siècle, où vous avez l'arrivée des voyageurs à Pompéi, sachant que dans les toutes premières années d'ouverture de Pompéi au public, en réalité, seuls de rares privilégiés avaient accès au site, toujours sous autorisation royale. Donc on compte dans les années 1770 une centaine de touristes, toujours très proches de la cour de Naples. Et ces touristes arrivaient en carrosse, ici, dans ce qu'on appelle en quelque sorte le parking aux carrosses, et le premier monument qu'ils découvraient, c'était la villa de Diomède, dont ils avaient longé le jardin, et ils entraient dans la villa, découvraient tout le caractère intime, la vie privée, parce que c'est ça aussi que révèle Pompéi. On a de très belles pages, notamment de Corinne ou l'Italie, de Madame de Staël, qui dit cette confrontation avec la vie privée. Donc il y avait tous ces restes d'une culture matérielle, et la visite de la villa s'achevait par le jardin. Et ce jardin accueille aussi des formes de réappropriation et de représentation sociale, puisque donc là on a une image qui correspond beaucoup à ce qu'on voit de Pompéi dans ses premières années, avec des images assez bucoliques, pastorales, avec souvent donc des paysans qui étaient donc l'environnement de Pompéi, qui restait un terrain aussi agricole. Vous avez ici une image qui nous montre ce caractère de représentation, puisqu'en fait, des pique-niques sont organisés dans la villa dès la fin du XVIIIe siècle. On le sait, alors on n'a pas d'image, mais le roi de Suède, Gustave III, en 1784, lorsqu'il visite Pompéi, fait organiser une sorte de goûter dans le jardin de la villa de Diomède. Et donc, il devient aussi une forme de représentation. C'est en quelque sorte la prolongation de la cour de Naples, ce jardin qui accueille des festivités. Et là, vous reconnaissez de dos, donc on le voit avec son bicorne, c'est le souverain de Naples lors de la domination française, 1806-1815, Murat, accompagné de son épouse Caroline Bonaparte, qui sont donc en train de se promener dans le jardin, et vous voyez des convives qui ont réinvesti l'espace du triclinium romain pour y organiser, là aussi, un déjeuner, donc une pratique qui était très fréquente dans ces mises en scène aristocratiques qui étaient organisées à Pompéi. Alors les visiteurs, donc, à partir donc, des années 1820, donc vous avez ici, donc, c'est une image assez représentative, on a là sans doute donc, des paysans, et puis à l'arrière, deux touristes qui observent la configuration du jardin. On a donc de plus en plus d'images des visiteurs en train de visiter ce jardin, et dont témoignent les premières photographies. La plus ancienne qu'on ait pu retrouver sur ce jardin c'est celle de Wilson Bridge en 1847, donc une des tout premiers témoignages photographiques qui nous montre l'évolution du jardin. Donc là, vous avez ces personnages. On est ici dans les années 1860, lorsque donc, les visiteurs découvrent le jardin. Et là, je vais rejoindre ce qui a pu être dit sur ces formes à la fois de représentation et d'ouverture au public. Autant on a eu donc des premières années de découverte du tourisme pompéien réservé à une élite aristocratique, il y a un grand moment de changement, c'est 1844, lorsqu'une gare est aménagée à Pompéi, donc c'est sur le circuit donc, de Naples-Portici, et cette gare ouvre des flux de visites complètement différents, puisque c'est une façon de faire entrer la bourgeoisie de la révolution industrielle à Pompéi, et donc d'ouvrir à des classes beaucoup plus larges la découverte du site. D'autant que les permis étaient bien plus faciles à obtenir. Donc on a un tourisme bien plus ouvert, et on a aussi des représentations qui vont venir alimenter des images commerciales, et le jardin va devenir un objet de consommation, puisqu'en fait il va devenir
une des cartes postales les plus vendues à la fin du 19e siècle sur Pompéi. Donc en fait, c'est là aussi un petit peu l'invention, et ça, je vous rejoins complètement sur cette conception d'un stéréotype qui est... alors on n'est plus du tout dans l'image de la vie privée pompéienne, qui avait d'abord intéressé, j'en ai très peu parlé dans le cadre de cette présentation, mais la villa Diomède intéressée parce qu'on y avait retrouvé des termes parfaitement conservés, des corps de victimes de l'éruption du Vésuve dans les cryptoportiques. Donc maintenant, c'est le jardin qui attire l'attention. Et ce jardin est aussi un lieu de fantaisie, j'ai oublié de vous l'indiquer, puisque la Villa Diomède est vraiment un des monuments les plus emblématiques qui nourrit l'imaginaire des visiteurs. Et Théophile Gautier, dans sa nouvelle Aria Marcella est en fait la fille de l'affranchi Arius Diomède, et toute la nouvelle, je vous invite à la relire, se passe dans la Villa Diomède, et donc Aria Marcella évolue justement dans ce grand jardin. Alors pour en revenir à ces questions d'images qui deviennent progressivement d'une forme d'appropriation très personnelle, qui est celle du visiteur du Grand Tour, elles deviennent des images touristiques qui ont donc une fonction commerciale et donc qui permettent de suivre en fait comment progressivement l'attention des visiteurs se concentre sur la vue, et c'est toujours la même, vous la voyez, depuis la route sur ce grand jardin. Alors ces images nous intéressent beaucoup, nous aussi, archéologues, et pour avoir essayé de suivre, et c'est le dernier aspect que je vais aborder, celui des reconstructions du jardin. En étudiant de près ces images, on a essayé ici de dresser une frise chronologique, on voit comment le jardin a été constamment reconstruit et replanté. Alors bien évidemment, la Villa Diomède, c'est un des tout premiers bâtiments découverts, donc c'est aussi un des bâtiments les plus restaurés à Pompéi, avec des consolidations, et au moment où je vous parle, la villa est encore l'objet actuel d'un gros programme de restauration auquel nous avons été associés. Donc c'est un chantier toujours en cours. En zoomant sur ces représentations, on peut voir, et vous le voyez ici, c'est très net, des modes qui ont rythmé les façons d'aménager ce jardin. Vous voyez comment, à quelques années près, on est passé, donc au début, ils avaient essayé peut-être de reproduire ce que nous disait la Vega, en mettant donc, un jardin très touffu, mais pas d'arbres, avec surtout des rosiers. Et puis, à partir des années 1880, on le laisse vraiment à l'état d'un parterre pour vraiment donner une perception totale de son volume. Et il faudra attendre les années 10, donc sous la direction d'Amedeo Maiuri, donc le surintendant de Pompéi, les années 1940 pour qu'il soit de nouveau replanté. Et c'est la végétation qu'on voit actuellement avec des dattiers, un palmier et des oléandres autour du jardin, comme vous le voyez ici. Alors c'est une question aussi intéressante à Pompéi, parce qu'on parle évidemment beaucoup de la restauration des structures archéologiques, mais c'est celle de la transmission de ces jardins, et celle qui dirigeait les espaces verts du site, Anna Maria Ciarallo, faisait toujours la distinction entre les jardins qu'elle appelait giardini storici, les jardins historiques, qu'on pouvait, et elle-même y avait participé, à partir de fouilles très précises. Elle avait essayé de reproduire très exactement la morphologie du jardin, avec des analyses de pollen, en retrouvant vraiment les essences, et les jardins qu'elle appelle storicizzati, donc des jardins historicisés en quelque sorte, qui sont des jardins qui n'ont été transformés, et c'est bien le cas de la Villa Diomède, de ce jardin qui a accueilli différentes formes de restructuration. Et donc je pourrais aussi vous parler du jardin du rez-de-chaussée, mais j'ai simplement mis donc quelques vues qui vous le montrent dans sa configuration actuelle, qui reproduit celle aussi des années 1930. Et avec cette belle citation de François Mazois, qui était l'architecte au service de la reine Caroline, et qui nous explique à quel point aussi c'était une appropriation du personnel de Pompéi. Puis vous allez voir que ce sont donc je le cite, les gardiens y avaient planté de mon temps des rosiers multiflores qui fleurissent à chaque saison. Ces fleurs semblaient être elles-mêmes un reste des anciens agréments de cette habitation. Donc on voit ici comment la transmission patrimoniale se réactive par ce nouveau personnel qui gère aussi le site et accueille les visiteurs. Et je vais donc finir sur une dernière vue et aussi des questions. Comme je vous l'ai dit, donc la villa est actuellement en cours de restauration sous la direction du parc archéologique de Pompéi, avec donc l'entreprise des Marco, donc ils interviennent sur les structures architecturales, et le jardin, il est prévu de le laisser dans sa configuration qui est en réalité celle des années 1930-1940, avec un entretien de la végétation, mais il va garder cet espace donc historicisé qui est celui de donc les dernières plantations. Donc ça, c'est un premier aspect en cours. Et la villa
a été fermée au public en 2000 parce qu'il y avait des questions de sécurité importantes liées aux architectures, notamment des espaces souterrains. Une villa fermée au public et une villa aussi qui a été oubliée des parcours de visite parce qu'en fait, on peut faire à travers elle une histoire du tourisme à Pompéi. L'arrivée du chemin de fer dont je vous ai parlé a ouvert à de nouveaux visiteurs le site, mais a aussi inversé les circuits de visite. La villa qui était au départ tout à côté du parking des carrosses s'est retrouvée complètement au nord de l'arrivée du train et finalement, seuls les visiteurs les plus motivés, les plus ardus, et c'est encore le cas aujourd'hui, vont jusqu'à la villa de Diomède. Donc une villa en quelque sorte un peu oubliée et dont on espère que la réouverture va de nouveau permettre de la redécouvrir. Et puis le deuxième travail, qui est aussi un travail d'une image, c'est la restitution tridimensionnelle à laquelle nous sommes toujours en train de travailler, que vous pouvez voir sur le site du projet, où nous essayons de... la 3D est ici une sorte de machine à remonter le temps, où on montre la villa dans son état de découverte, donc dans les années 1770, en intégrant les données des fouilleurs, et ce qui peut perturber un petit peu l'image. Et là aussi, on rejoint les questions de stéréotypes qu'on peut avoir d'un jardin romain parfait, puisqu'en lisant de très près les archives de La Vega, le fouilleur, il nous explique que la villa était totalement en travaux, notamment le grand bassin du jardin. Il décrit comment sa margelle était démontée, les conduits de plomb étaient enlevés, puisqu'en fait, il y avait eu des travaux sans doute liés à l'activité sismique dont Pompéi a été victime avant l'éruption. Et donc, ce que nous allons essayer de montrer, c'est une villa en travaux, ce qui peut perturber le regard. Et donc là, on travaille sur deux modes de visite, en quelque sorte virtuels. L'état de cette villa en travaux telle qu'elle a été retrouvée. Et on va essayer aussi là aussi, ça pose des questions de transmission au public, de montrer comment les travaux auraient été achevés, donc de finir en quelque sorte l'œuvre de l'architecte de la villa pour montrer son état achevé. C'est à cela qu'on travaille encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour j'ai achevé ce petit parcours. Merci beaucoup. Je reste ici. Merci à nos intervenants. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour une discussion. Et normalement, donc, Marie, vous pouvez voir par Zoom si dans le chat, il y a des questions. Mais avant de monopoliser la parole, peut-être que dans la salle, il y a déjà quelques questions. Je vois Stéphane, évidemment, qui lève la main. Bon, je passe devant les caméras, c'est très mal. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'aurais une question pour Hélène de Salle, d'abord. Je m'intéresse un petit peu à l'histoire de l'archéologie. Et donc, j'aimerais bien savoir, depuis quand, selon vous, bon, évidemment, comme vous avez cité quelques archéologues ou antiquaires du XVIIIe siècle, ça m'a intéressé. Mais à partir de quel moment, en fait, on fait une archéologie du jardin, en fait ? Voilà, c'est juste une petite curiosité. Et puis pour Yann aussi, la dimension comparée, c'est-à-dire au-delà de Paris, je me demandais si... parce que je pense au jardin de New York, par exemple, de New Amsterdam. En fait, on dit toujours en fait, que c'est, avec les canaux, les deux éléments importés en fait, des Pays-Bas. Du paysage hollandais, quoi, transplanté. Donc j'aimerais savoir en fait comment justement on passe à une échelle un peu comparée, quoi. Voilà, est-ce que si tu as des pistes. Merci. Donc je réponds peut-être en premier. Alors sur cette question de l'archéologie des jardins qui est très intéressante, alors vous voyez par exemple qu'avec ce cas singulier de la Villa Diomède, il y a eu une archéologie du jardin à la fin du XVIIIe siècle, mais c'était lié, je crois, à la curiosité de Francesco La Vega, qui est une personnalité peu étudiée sur Pompéi, et j'ai retrouvé dans ses archives, alors c'est beaucoup plus bref, mais d'autres mentions aussi de carbonisation de végétaux, donc il était attentif en fait à ces restes de jardin. Mais l'archéologie des jardins à l'échelle européenne en fait débute, et là aussi Pompéi a un rôle central, c'est principalement les années 1980, avec l'intervention d'une archéologue américaine, William Jachemski,
qui a été la première à fouiller de manière systématique les jardins, en montrer le rôle à Pompéi, qui était aussi un rôle pas seulement ornemental, mais artisanal, production de parfums, donc avec des jardins consacrés à l'huile d'olive, à des roseraies, et qui a donc procédé à des analyses systématiques avant et ça date des années 1990, le parc archéologique a recruté, je l'ai cité, une botaniste spécialisée pour suivre l'entretien des jardins, les fouiller. Elle en a fouillé un et c'est celui qu'elle a reconstitué de manière très exacte, et donc pour veiller en fait à la transmission aussi de ces jardins qui sont parfois des jardins historiques. Donc voilà, et Pompéi a eu l'histoire des jardins, l'archéologie des jardins en Europe s'est beaucoup basée en fait sur ces premières expériences pompéiennes qui sont des expériences américaines au départ. Oui, merci pour ta question, Stéphane. Je m'interrogeais aussi sur les modalités d'une histoire finalement transnationale, comparée des jardins. Et il me semble que pour le contexte américain, il y a une difficulté par ailleurs. Et quand on lit par exemple les écobiographies de villes américaines, que ce soit des écobiographies qui portent sur Boston, Seattle, New York, etc., c'est qu'on a affaire à des écobiographies qui sont finalement assez centrées, et c'est valable aussi pour la Nouvelle-France, assez centrées sur l'époque contemporaine. C'est lié aussi au fait, à l'histoire même, il me semble, des métropoles américaines qui ont invisibilisé en quelque sorte la présence de la nature pré-révolution américaine en quelque sorte. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais par exemple sur New York, donc la nouvelle Angoulême puis la nouvelle Amsterdam, c'est assez évident. Cette nature originelle du site a été complètement recouverte par la ville contemporaine, et ça se ressent aussi dans les études, il me semble, à la fois sur les jardins, mais sur les villes en général. Dans les écobiographies de villes, j'avais été très frappé justement par la prédominance de l'époque contemporaine au détriment d'une époque moderne où la distribution des humains et des non-humains était très différente de ce qu'elle a pu être à l'époque contemporaine. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Sur la représentation en elle-même des jardins, je ne connais pas du tout le monde américain, mais pour le coup, il me semble que la prosopographie est une étude très exhaustive, quantitative, des vues d'optique, comme le fait Johanna Daniel en ce moment dans sa thèse, c'est passionnant. Je pense que c'est l'une des voies justement pour avoir une approche qui soit la plus comparée possible, la plus exhaustive possible. Et en tout cas, je ne suis pas spécialiste des vues d'optique, mais il me semble que c'est cette approche quantitative, prosopographique, qui manquait un petit peu justement à l'étude du paysage urbain et des jardins en général. Autre question ? Alors, j'ai aussi une question qui a été donnée à distance par Oriane pour Ursula. Je la retransmets. Est-ce que dans les manuels sur les jardins japonais se trouvent finalement des informations, bien des conseils sur ce qui se trouve concrètement dans les jardins et leur agencement, c'est-à-dire concernant leur essence, la présence ou l'absence d'eau, l'emplacement et le type de rocaille éventuellement? Et si oui, est-ce qu'on constate des continuités et ou des ruptures dans ces contenus? Merci pour cette question. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Oui, allez. Oui, voilà. Merci beaucoup pour cette question qui est plus que pertinente. Donc effectivement, le rôle et, on va dire, la forme des manuels a vraiment changé de manière assez radicale au fil des siècles. Ainsi, le plus ancien manuel connu du Japon remonte au XIe siècle et quelque part ne comporte pas beaucoup de conseils pratiques. Il invite plutôt le créateur, le concepteur du jardin à faire appel à son imagination, à connaître les paysages célèbres du Japon, à les réinterpréter et à leur donner une forme nouvelle, que ce soit par la miniaturisation. Mais il y a toujours cette notion que l'imagination et, on va dire, le travail créatif du concepteur donnera la forme. Il n'y a pas de forme prédéfinie. C'est un travail d'imagination. Il n'y a pas d'image. Il y a un travail... il y a des conseils... pour le coup, assez précis sur le positionnement des pierres, puisqu'au Japon, à l'origine, l'art des jardins est essentiellement centré sur la disposition des pierres, beaucoup moins sur le végétal que ce n'est le cas en Europe. C'est plutôt, à l'origine, l'art des jardins s'appelle l'art de dresser des pierres. Donc le Sakutei-Tiki, qui est ce manuel du XIe siècle,
est consacré en grande partie aux pierres, aux rochers. Il y a une petite partie sur le végétal. Au fil des siècles, il va y avoir des conseils de plus en plus précis et de plus en plus pratiques. Donc, on a plusieurs manuels qui apparaissent vers les 16e, 17e siècles, mais qui ont une diffusion relativement restreinte. Mais les manuels qui apparaîtront au 19e siècle donneront des informations précises sur tout. C'est un peu comme les promenades de Paris d'Alphand. Quelque part, c'est le manuel de A à Z. Il y a les typologies de jardin, et puis il y a la décomposition du jardin en ses parties structurantes. C'est-à-dire qu'on a les typologies qui seront par exemple des jardins à collines, des jardins plats, des jardins de thé, avec beaucoup d'exemples et différentes déclinaisons. Donc il peut y avoir un style sophistiqué, un style moyen ou un style simplifié. Donc c'est comme une espèce de combinatoire de formes et de styles. Et ensuite, on passe au crible tous les éléments constituants, que ce soit les rochers, les dallages, les lanternes, les clôtures, les portails, et où on a un véritable catalogue de tous ces éléments qu'on peut choisir et puis repositionner dans la configuration qu'on a choisie. Donc effectivement, ce sont au 19e siècle, en tout cas, des manuels très détaillés, à la différence des premiers manuels connus qui remontent au XIe siècle, où on a plutôt des conseils sur la façon d'imaginer un jardin et pas sur des éléments précis et une forme stéréotypée ou prédéterminée. Merci. Oui, moi j'avais une question, alors peut-être plus pour Ursula Wieser-Benedetti et Hélène Dessalles, mais peut-être que Yann aura... sur la question des formes de réappropriation par les visiteurs des jardins, de ce qu'ils ont observé dans leur propre jardin. Parce que vous disiez effectivement qu'au Japon, les gens avaient des tout petits jardins, mais qu'ils pouvaient s'inspirer de ce qu'il y avait dans les manuels. Mais est-ce que on a des preuves qui s'en sont inspirées, parce que ces manuels, ça peut être aussi simplement, même si c'est hyper détaillé, ça peut rester un objet de rêve pour imaginer le jardin qu'on pourrait avoir, et en fait, on ne le réalise jamais, quoi. Donc, est-ce que ça s'appuie sur est-ce qu'on sait s'il y a une vraie réappropriation dans la pratique ou pas? Et est-ce qu'après le grand tour, voilà, vous avez exploré aussi des pratiques de voyageurs qui, rentrés chez eux, auraient refait les jardins un peu de la Villa Diomède en Angleterre? Voilà. Oui, je vais bien répondre en premier. Donc, on revient peut-être aussi à des questions d'archéologie et d'archives de jardins. Alors, pour ce qui concerne les petits jardins, qui étaient donc les jardins de la bourgeoisie ou bien d'artisans, d'une classe, la question est très complexe, puisque ce sont des jardins qui n'ont jamais été considérés dignes d'être conservés. Donc, les jardins qu'on connaît aujourd'hui à Kyoto, ce sont soit les jardins du clergé, autour de temples, autour de sanctuaires, soit les jardins de l'aristocratie. Mais les jardins des classes plus basses n'ont pas été conservés. Donc, l'historiographie de ce jardin est très complexe. Ceci étant dit, on peut se baser déjà sur les tirages de ces manuels, dont on sait qu'ils ont été tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires, c'est-à-dire qu'ils ont touché un public très large. On sait que dans la ville de Kyoto, il y avait beaucoup d'acheteurs, donc on peut tirer des conclusions indirectement. Et par rapport au dernier jardin que j'ai présenté, qui étaient des grands jardins attenant à des établissements publics de loisirs, que ce soit des maisons de thé, des théâtres, etc. Certains de ces jardins sont conservés, même si ils ont été modifiés depuis. Les jardins sont très malléables, donc parfois c'est vraiment très difficile de connaître l'état original, mais dont on voit vraiment que les typologies correspondent presque mot à mot à ce qu'on trouve dans les manuels. Donc on voit une résonance entre ces formes de jardins populaires autour des maisons de thé et des auberges et ce qu'on voit dans les manuels. Donc voilà, on n'a pas des preuves, on va dire des traces, des sources précises qui l'attestent, mais on peut émettre des hypothèses et supposer en tout cas que l'influence de ces manuels a été déterminante, en tout cas dans la ville de Kyoto. Alors, je
réponds à mon tour. Alors, c'est une question difficile et très intéressante. Alors, en réalité, non, on n'a pas eu une reproduction de jardin. La plus connue, c'est Getty qui a fait reconstruire le jardin de la villa des Papyri d'Herculanum dans sa villa à Malibu, mais très récemment. En fait, la villa de Diomède, non, on n'a pas de reproduction de l'art des jardins, puisqu'en réalité, c'était ce qui reproduit, c'est plutôt la vue paysagère sur ce jardin. Et ce qui va être reproduit, en revanche, c'est la configuration architecturale. C'est l'articulation de la cour péristyle, mais pas l'art à proprement parler du jardin. Et de fait, il y a eu à Paris, une maison aujourd'hui détruite, c'était la maison du prince Napoléon, où sera jouée une pièce de Théophile Gautier sur le cas de Diomède. Mais c'est la cour qui est représentée. On en a une vision par un tableau de Boulanger qui nous montre cette représentation théâtrale, mais ce que l'on voit, c'est toujours la cour et le décor peint. Et là, c'est une autre manière de répondre à ta question. En fait, ce qui a beaucoup, en revanche, été copié, ce sont les peintures de jardins romaines. On a toute une mode dans la dernière phase de Pompéi, enfin surtout à partir de l'époque des années 20, des représentations en trompe-l'œil de jardins dans les espaces domestiques, mais aussi publics. Et ça, en revanche, les voyages, ça va aussi être copié. Et cela, en revanche, on va le retrouver en effet dans des intérieurs. Mais tu vois, c'est de nouveau une reproduction de représentation de jardin. Mais le jardin en tant que tel, espace planté, ne serait-ce parce qu'il n'avait pas les données en fait pour l'appréhender, n'a pas été reproduit. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Moi, j'en avais une, mais elle est un peu difficile. Ah non, il y en a une sur Zoom. Pardon. Oui. En fait, vous n'avez pas parlé de la visibilité ou de l'invisibilité des animaux justement dans ces représentations de jardin. Et justement, Aliénor vous demande si effectivement finalement les végétaux et les éléments architecturaux valaient à eux seuls comme nature. Et donc elle vous demande si vous pourriez éventuellement préciser ce qu'il en est des représentations animales dans la représentation des jardins. Alors, les animaux sont très peu représentés. Dans les gravures de Jean-Baptiste Hilaire, on voit juste parfois de petits chiens, très discrets. Et là aussi, ça contraste assez sensiblement avec la réalité de la présence animale en ville et dans les jardins, à laquelle j'ai d'ailleurs consacré tout un chapitre de la thèse et du livre. Et il y a une certaine forme d'invisibilité effectivement des animaux, et les seuls animaux finalement qui méritent d'être mentionnés, ce sont ceux d'ailleurs qui sont pourchassés par les autorités, ce sont les chiens qui détruisent les plates-bandes. Alors ils sont figurés soit dans l'espace du jardin, soit on a au XVIIIe siècle de plus en plus des gravures et des estampes qui représentent des promeneuses avec un chien en laisse, sans décor, sans paysage, mais pour montrer la nouvelle mode que représente la laisse, le nouveau type d'interaction avec l'animal que suppose ce dispositif pour faciliter la mobilité des chiens dans l'espace urbain. Mais en fait oui, les dessins, et ça c'est une remarque très juste, les estampes, les gravures invisibilisent complètement la présence par exemple des insectes, des taupes, des chenilles, des oiseaux qui nichent dans les arbres. Et là, à défaut de partir d'une vaste enquête archéologique qu'on n'a pas vraiment pour le Paris du XVIIIe, je suis parti notamment de l'histoire naturelle de Buffon pour reconstituer en fait la présence ornithologique dans les jardins, et on retrouve aussi bien des corbeaux que des roitelets, que des pendulines, en fait des espèces qui ne sont pas visibles sur ces sources iconographiques et dont il faut restituer l'histoire autrement, donc à la fois à travers l'histoire naturelle, mais aussi à travers les sources de l'administration des bâtiments du roi, qui consacrent énormément, il y a beaucoup de missives, de lettres qui sont consacrées à la présence animale en ville. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais écrit ma thèse, c'était de voir en fait le décalage entre l'historiographie sur les jardins qui était une historiographie très formelle sur l'art des jardins, et puis finalement cette invisibilisation de la présence non humaine dans les jardins, et en particulier de la présence animale, qui est quand même fondamentale et à laquelle visiblement hier une table ronde a été consacrée. Voilà. Même conclusion pour la représentation des jardins de Pompéi et du cas Diomède. La présence animale se réduit, alors on en a vu une très rapidement, mais il y en a 3 ou 4, c'est une présence pastorale où on va avoir des chèvres, des boucs qui renvoient à cette image agricole en fait de Pompéi, et la seule autre que j'en teste, c'est aussi un chien qui accompagne un gardien qui est représenté. Donc en fait non, c'est une représentation qui est totalement effacée, alors que la présence animale avait une réalité, ne serait-ce que par les décors statuaires, beaucoup de statues, d'animaux dans les jardins romains. On n'en a pas trouvé dans la Villa Diomède, mais on a d'autres exemples. Donc, de façon assez surprenante, effectivement, ce n'est pas une représentation. Et si elle l'est, ce n'est pas par l'art des jardins, mais c'est plutôt par la présence paysanne qui anime aussi Pompéi. Voilà. Donc ça... Oui, j'ajouterais que voilà, dans les représentations qu'on trouve
en tout cas au XVIIIe, XIXe siècle, l'animal est presque absent. Ceci étant dit, parfois on voit des chevaux qui sont représentés, des enclos pour chevaux ou encore des oiseaux, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Donc, d'une manière générale, la faune n'est pas très présente. Merci. Je crois qu'il nous reste à vous remercier chaleureusement. Et merci de nous avoir aussi donné des envies, car je crois que ces images nous ont permis aussi de nous approprier un peu plus ces jardins. Merci à tous.